Alors, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Riyad Mansour, ministre du Commerce et de l'Industrie, et Sir Abdeltef Meraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ça va? Ouais? Tout va bien, merci. C'est que vous revenez de Tokyo? J'ai atterri à 11h30. Ce que je disais tout à l'heure, sinon on dirait plus qu'il y a un emploi du temps de ministre. C'est vrai. Voilà, qu'on le vérifie. Alors, vraiment, on n'avait pas prévu ce petit échange. Hein, d'ailleurs, voilà, j'ai aucune note ni quoi que ce soit. C'est juste pour vraiment réagir. Ça tombe bien, nous non plus. Ben voilà, bah très bien. Donc on va être tous les trois dans une improvisation totale, enfin improvisation quand même maîtrisée, parce qu'on est dans un sujet qui nous intéresse particulièrement. Beaucoup de choses ont été dites. Les deux thèmes qui ont été discutés, sous lesquels sont placés ces Industry Meeting Days, c'est bien sûr l'industrie permettant de créer des emplois et bien sûr permettant de créer de la richesse. On va dire que ce sont c'est finalement tout sert à ça, hein. C'est un peu la base, mais maintenant c'est de savoir comment on y arrive et sur quoi on insiste. Et le fait de vous avoir tous les deux, ça revient, ici Meraoui était là ce matin, vous l'avez bien vu, qu'un des sujets qui était mis sur la table et qui a été discuté de manière extrêmement transparente et claire, c'est ce pont entre l'université et l'entreprise, les industriels, la confiance à avoir dans les industriels marocains, ça aussi c'est un point qui a été évoqué. Avant qu'on arrive à cette question centrale, Célia, je vais quand même vous donner la parole pour qu'on puisse finalement rendre compte d'où on est aujourd'hui, et surtout en résonance, et on en a parlé ce matin, de la lettre adressée par Sa Majesté lors de la dernière journée de l'industrie, où il y a énormément de choses qui ont été mis vraiment avec emphase, et notamment l'investissement actif, et ça on en a insisté ce matin. Est-ce qu'on peut faire un point aujourd'hui, si on devait faire un bilan de tout ce qui a été fait à date d'aujourd'hui, rapide, hein? Ouais, parce que si vous me laissez, faire le bilan, on est encore là demain. Non mais rapide. Je pensais qu'il allait être jetlagué et fatigué, mais non, c'est pas ça. C'est pas possible. Ça... À l'industrie. Oui, c'est dopé à l'industrie. C'est ça ma drogue. Et donc savoir aujourd'hui, dans les objectifs qui ont été fixés en termes de création d'emplois, parce qu'on est dedans, et en termes de création de richesse, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça nous permettra de discuter de l'avenir. C'est Riyad. Alors tout d'abord, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a été très clair. Il a été clair en fixant le cap. Le cap se construit à partir de ce qui a été fait. Des stratégies industrielles successives qui ont été menées dans notre pays depuis une quinzaine d'années, avec des choix clairs, des infrastructures mises en place et des résultats. Visiblement, des résultats extrêmement intéressants. Aujourd'hui, pour vous donner 3-4 chiffres, histoire qu'on valide ça, en 2022, 86,8% de la valeur de nos exportations concerne des produits manufacturés. 86,8%. C'est énorme. C'est même bien plus que certains pays qu'on qualifie de pays industrialisés. Deuxième paire de chiffres qu'on va donner aujourd'hui, on était en 2013 avec une valeur de 160 milliards environ, 159, si ma mémoire est bonne, Amin, 157 ou 159 159 milliards de dirhams d'export de produits industriels. On a fini l'année 2022 à 370 milliards de dirhams de produits industriels. Autre chiffre, on avait dans l'industrie environ 300 000 emplois inscrits à la CNSS en 2013. On est aujourd'hui, on oscille, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, on est aujourd'hui à plus d'1 million. Donc c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé durant les dernières années. On ne va pas recommencer avec l'automobile, l'aéronautique, c'est des succès assez connus, mais quand même, 111 milliards de dirhams d'export automobile, c'est pas mal. On dit que le textile est mort au Maroc,
44 milliards de dirhams d'export textile, c'est pas mal. On dit qu'on ne valorise pas assez nos produits agricoles. 44 milliards d'export de produits agricoles transformés, c'est pas mal. On dit qu'on n'a pas de diversification sur les nouveaux métiers. 23 milliards d'exports aéronautiques, c'est pas mal. 22 milliards d'exports dans l'électronique et les semi-conducteurs, c'est pas mal. Donc, on a une industrie diversifiée qui prend de la force, qui emploie des gens. Alors, Sa Majesté a appelé, nous a tous appelés, à entamer une nouvelle ère industrielle. Et cette nouvelle ère, il en a fixé d'abord le principe générique ou générateur, la souveraineté comme moyen et comme finalité. Alors c'est assez précis. Comme moyen, ça veut dire on doit assurer la souveraineté. Comme finalité, ça veut dire on doit assurer la souveraineté, on doit répondre à nos besoins, on doit être en mesure de répondre à nos besoins. Et comme moyen, ça doit être un moteur pour développer notre industrie et pour répondre à notre souveraineté, mais aussi à la souveraineté recherchée par nos pays amis, parce qu'ils en ont fait aussi une finalité. Et ça, c'est le cap. L'objectif ultime, pour nous, fixé par Sa Majesté, c'est la création d'emplois pérennes pour nos jeunes. Alors, je vais prendre 2-3 objectifs pour ne pas trop m'étendre et prendre la parole, qui sont en lien avec la formation et avec le capital humain. Donc, parmi les objectifs que Sa Majesté a tracés, les moyens pour y arriver que Sa Majesté a tracés, il y a la montée en gamme. Et là, c'est intéressant parce que nous sommes passés d'un pays où les gens venaient investir parce que le coût de la main-d'œuvre était faible, ou relativement faible par rapport à ce qu'ils faisaient chez eux. En 15 ans, nous sommes passés d'un pays, ce qu'on dit low cost, on n'est plus si low cost. Hein. Si vous voyez les salaires en Égypte, ils sont 3 fois moins importants que chez nous. Donc on est passé d'un pays low cost à un pays best cost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous amène des process japonais, je reviens du Japon, donc, qui sont un peu les plus exigeants, process coréens, américains, européens. Eh bien, nos ressources humaines arrivent au niveau de qualité recherché, voire même supérieur, arrivent au niveau de complexité recherché, voire même supérieur, arrivent au niveau de productivité recherché, voire même supérieur, et deviennent les ressources humaines. Quand on prend les usines qui sont multisites dans le monde, et on a quelques investisseurs qui ont 30, 40, 100, 300 usines dans le monde et qui sont au Maroc, ben on est souvent, après quelques mois, 8 exactement, en moyenne, dans le top 3 en matière de qualité et de productivité. Ça, c'est nos ressources humaines, ça, c'est le best cost. Deuxième appel de Sa Majesté qui est en lien, et c'est pour ça que la collaboration avec Simiraoui est essentielle pour cette ère et cette phase-là, c'est la montée en gamme. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, on passe d'un pays low cost à un pays best cost, on est installé comme pays best cost maintenant, ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on doit passer d'un pays best cost à un pays best solution. Ça veut dire qu'on doit être la meilleure solution pour régler un problème, pour atteindre un objectif. Hein, on a un objectif hydrogène, on doit être la meilleure solution pour l'atteindre. On a un objectif R&D, on doit être la meilleure offre et la meilleure solution pour l'atteindre. On a un objectif de créer une usine particulière avec des process complexes, on doit devenir la meilleure solution pour l'atteindre. On a besoin de machines pour la souveraineté industrielle, pour pouvoir développer notre industrie ou répondre à un besoin de nos pays amis. On est aujourd'hui capable de les créer, on doit être en mesure de les industrialiser. C'est ça, offrir la meilleure solution, c'est la prochaine étape. Et ce n'est pas l'ultime étape, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la prime de production en économie. Et la prime de production, en général, c'est quelque chose d'assez faible. Donc on récupère aussi de la prime R&D aujourd'hui, ça devient un peu plus important dans la création de valeur. Et la troisième étape, qui est la plus importante, et c'est pour ça que Sa Majesté a insisté sur la marque marocaine, c'est la prime de marque. Et on doit aujourd'hui monter et aller chercher cette prime de marque. Je vais m'arrêter là, sinon je vais passer la nuit.
Merci. C'est Riyad. Alors, Simiraoui, justement, comment on répond notamment à ces objectifs? Alors, on prendra nécessairement le deuxième. Comment on monte en gamme en termes de compétences? Comment, on en a parlé un peu ce matin, mais aussi c'est l'objectif. Je dis bien dans votre ministère, il y a l'enseignement supérieur, mais il y a aussi la recherche scientifique et il y a l'innovation dont on va parler nécessairement parce que on a historiquement consommé l'innovation, maintenant on aimerait bien qu'elle vienne de chez nous pour qu'elle soit organique en interne et qu'après ça puisse faire justement best solution et non pas best cost. Si on devait faire un état des lieux aujourd'hui, des compétences à disposition pour une industrie forte, innovante et qui avance, et surtout pour remplir ce deuxième objectif dont vient de parler Simzoul. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les organisateurs pour l'invitation et aussi pour l'espace qui est donné pour qu'on puisse débattre d'un certain nombre de sujets, et surtout maintenant, surtout avec cette actualité. Bon, je ne vais pas revenir, mais je pense les discours de Sa Majesté sur ces aspects de capital humain et ces aspects vraiment d'investissement dans les ressources marocaines et particulièrement l'innovation marocaine datent depuis pratiquement le début de son règne. Ça fait maintenant plus de 20 ans quand on regarde les investissements. Et ce matin, on a parlé dans son intervention que peut-être il y a parmi nous des jeunes qui n'ont pas connu le Maroc il y a 20 ans ou il y a 22 ans, et que ceux qui ont voyagé, qui sont revenus, y compris nos amis étrangers, ils s'aperçoivent pratiquement tous les ans des grandes transformations qui s'opèrent. Alors, bien évidemment, maintenant, plus que jamais, on parle de capital humain. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Et si vous regardez il y a 10 ans, allez, peut-être 15 ans, les 10 grandes entreprises mondiales classées dans l'ordre, je dirais, de richesse, étaient toutes des entreprises qui étaient plutôt dans l'industrie dure. General Electric, Alstom, les équipementiers, enfin les fabricants d'automobiles, etc. Et que, voilà, depuis maintenant pratiquement 10 ans, à la tête, vous allez pratiquement les 15 premières places sont toutes des places, pour résumer, de l'intelligence. Je ne citerai pas ni la GAFA, mais de l'intelligence. Et donc, il y a une transformation. Quand vous regardez l'histoire de l'université, avant, c'était plutôt pour essayer de cultiver les gens, de leur transmettre des connaissances pour qu'ils puissent les pratiquer directement. Et qu'on est en train de subir maintenant des connaissances qui ne sont plus stables, des technologies qui sont complètement nouvelles, et que le système de formation en général et d'éducation a complètement changé. En tout cas, on est dans une contrainte où ce que nous devons rechercher, ce n'est pas forcément le gavage, mais c'est plutôt le apprendre à apprendre, ce que j'appelle, moi, en arabe le mot est plus précis, c'est tamkin. Comment arriver à capaciter les gens pour qu'ils puissent basculer, s'adapter, changer de thématique. Et souvent, je donne l'exemple que pour certains d'entre nous ici, on est nombreux dans ce cas, on a eu un métier, 2, voire 3 dans notre vie. Alors que les jeunes, ils vont avoir 20, 30. On leur demande, même aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, d'entrepreneuriat, on leur demande de créer le vôtre. Ça veut dire créer votre emploi vous-même et bien évidemment, le mindset de la formation, il n'a pas aussi bien évolué qu'on pouvait éventuellement le croire. Et voilà, aujourd'hui, notre gouvernement a décidé, voilà, de manière assez frontale, de dire on arrête avec ça et qu'on va travailler plutôt sur l'aspect empowerment et l'aspect, j'allais dire, implication des individus dans leur formation personnelle. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement des grands projets marocains, comme vous le savez, on a réussi à faire venir l'aéronautique, on a réussi à faire venir l'automobile, on a réussi à faire venir d'autres investisseurs dans tous les domaines, que ce soit dans l'agroalimentaire ou d'autres, mais plutôt dans l'esprit low cost, en gros la main-d'œuvre. Et que maintenant, soit ces gens-là trouvent les compétences et l'intelligence qu'il faut pour pouvoir rebasculer dans j'allais dire, les nouvelles productions, soit ils font un trait
sur l'usine, ils vous laissent même les affaires, ils vous laissent tout ce que vous voulez, ils vous laissent les machines, ils s'en foutent complètement. La vraie ressource aujourd'hui, le vrai investissement, c'est le capital humain. Et donc, il faut absolument adapter notre espace de formation, notre écosystème de formation. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, maintenant, dans ce gouvernement? On a demandé à toutes les fédérations d'entreprises marocaines de quoi avez-vous besoin maintenant, dans les 5 ans à venir, ça veut dire 2026 et 2030. Bien évidemment, c'est toujours compliqué lorsque vous demandez à un industriel de quoi vous avez besoin dans les 5 ans, dans les 10 ans, parce qu'il a du mal à se projeter. Le cahier de commande, il est d'un an, 6 mois, 2 ans. On n'est plus dans les 5 ans et les 10 ans. On a demandé également à tous les ministères, je remercie le ministère de l'Industrie, parce qu'il a été parmi les premiers à répondre. On a demandé... Le premier à répondre. Avant que tu aies démarré le travail. Exactement. Et le dernier, le dernier, je ne citerai pas, mais en tout cas, ils ont tous répondu pour dire, voilà notre projection. Il n'y a pas d'engagement, notre projection. Et puis, à partir de là, eh ben, nous, on est en train de construire, de co-construire avec ces gens-là quelles sont les formations qu'il faudrait mettre en place. Sans oublier quelque chose d'essentiel, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, que l'université reste toujours l'université avec le grand U, et la partie qui fait de l'empowerment, la partie qui fait de la capacitation, parce que nous savons que tout ça est souvent éphémère, parce que les technologies bougent. Je pense que tout ce monde qui est parmi nous aujourd'hui saura de quoi je parle. Il y a avant novembre, on n'a jamais entendu parler de ChatGPT. Voilà. Depuis novembre, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer. Alors, mine de rien, c'est en train de transformer énormément de choses, y compris dans l'éducation, y compris dans la formation. Alors, le monde socio-économique, bien évidemment, il est bouleversé, il est en train de l'être et il va l'être encore davantage. On n'a pas parlé du pire. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on a du mal à juger sur une rupture technologique, personne ne peut la deviner, mais on sera dans l'informatique quantique, qui va bouleverser, mais complètement, même ces smartphones que vous avez dans les poches, je ne sais pas quelle forme ils vont avoir. Donc on est dans une situation où il faut plutôt travailler sur l'esprit, j'allais dire, de l'empowerment, plutôt que de travailler dans le disciplinaire. Mais malgré ça, il faut absolument qu'on réponde à ces besoins qui sont de plus en plus importants. La particularité du Maroc, et je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients, on a une chance d'avoir une caractéristique de la jeunesse qui est presque linéaire jusqu'à 2045-2050. Presque linéaire. Si vous prenez juste l'université aujourd'hui, parce qu'elle s'est démocratisée, comme dans tous les pays africains, et aujourd'hui, on accueille en gros entre 8 et 10% de jeunes dans nos établissements. En plus, il y a en 2011-2012, on était presque 300 000 étudiants. Aujourd'hui, on est 1 250 000. Un des gros gisements que nous avons, sur les 1 250 000, vous avez à peu près 200 000 étudiants qui vont dans les grandes écoles, dans les ENCG, dans les EST, ce qu'on appelle brièvement les établissements à accès sélectif ou accès régulé. Et tous les autres vont dans ce qu'on appelle les établissements à accès ouvert, que vous connaissez par faculté de droit, de sciences, de lettres, etc. Et donc on a considéré que ce sont juste des endroits où on occupe les jeunes, alors que c'est là où il y a le vrai capital humain. La vraie dimension capital humain, elle se trouve dans ces établissements. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une page blanche, depuis maintenant que notre gouvernement est arrivé aux responsabilités, et on a dit, toutes les filières à accès ouvert, on les remet en cause, et on s'assoit, et on co-construit de nouvelles formations qui vont correspondre d'abord à l'actualité. On a mis les langues de manière obligatoire et certifiante, on a mis les digital skills de manière obligatoire et certifiante, et on a mis un certain nombre de contenus qu'on appelle brièvement power skills, pour dire voilà, tout ce qui peut ouvrir l'esprit humain et favoriser cette adaptabilité, cette résilience, en tout cas ce travail qui nourrit le cerveau par les sciences humaines et sociales. Et bien évidemment, dedans, on s'est posé la question, on a dit, mais qu'est-ce qu'on cherche comme jeune de Bac+3 au Maroc? Donc on a regardé tout ce qui est discipline, tout ce que le monde socio-économique, tout ce qui est les laboratoires de recherche, parce qu'il faut garder l'esprit académique de l'université.
Et puis on a commencé à descendre et on a dit qu'est-ce qu'on veut de ce jeune Marocain, qu'est-ce qu'il doit avoir comme caractéristiques communes. Et donc on a aussi inséré des formations sur le patrimoine historique, sur les patrimoines culturels, culinaires, musicaux. Alors souvent quand je parle de musical, vous l'avez probablement entendu parler, on parle de Miraoui qui défend Chichet, qui défend la musique. Oui, le patrimoine marocain avec tous ces aspects. Voilà. On parle d'industrie, ça va finir. Miraoui redéfend Chichet à l'industrie. Et donc, bien évidemment, ce patrimoine marocain fera que, finalement, les jeunes auront une identité. Ce n'est pas du nationalisme, mais c'est plutôt une identité qui permet de partager quelque chose ensemble. Et je crois que notre pays a la chance d'avoir une richesse extraordinaire dans ces domaines. Donc, à partir de là, nous, on a fait, pour ces 88% des étudiants, ils se trouvent dans ces établissements à accès ouvert. Donc 200 000, 1 million à peu près qui sont dans ces établissements, pour essayer de trouver plutôt du capital humain dans cette génération qu'on souvent on considérait dans l'échec ou éventuellement, on dit souvent que ce sont des établissements qui produisent du chômage. Donc on a fait ça. L'année prochaine, on va attaquer tout ce qui est régulé, toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les masters, les EST, enfin l'équivalent des IUT, pour essayer de nouveau de remettre à plat. Et puis on introduit pour la première fois, donc j'ai dit qu'il y a les langues qui seront certifiantes obligatoires à la sortie de la licence, obligatoires à la sortie du master, et puis obligatoires également à la sortie du doctorat, dont je parlerai tout à l'heure avec 2 mots pour accompagner le mouvement sur la partie R&D. Et donc, bien évidemment, l'intelligence artificielle, un module qui sera transversal. Il ne s'agit pas de rendre les gens spécialistes, mais il s'agit simplement de sensibiliser sur ces questions avec comment utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ChatGPT parce que les gens résument tout ça à cet instrument, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment les utiliser et comment plutôt être expert à utiliser les outils dont on dispose aujourd'hui. Parce que l'idée n'est pas de chinoiser ou d'utiliser les choses comme ça, c'est plutôt d'être un expert pour travailler avec ces éléments-là et essayer plutôt d'en profiter. Et puis on a lancé en parallèle cet aspect recherche parce que notre écosystème universitaire marocain va perdre, le terme est un peu exagéré, mais beaucoup de retraités vont partir. D'ici 2026, on aura 3000. Et puis d'ici 2030, au total, on aura perdu 5000. Et donc il faut remplacer cette génération que j'appelle la génération d'or, parce que c'est une génération qui était à l'initiative de beaucoup de sujets, qui avait vraiment des compétences. Et puis on a lancé 1000 docteurs de nouvelle génération tous les ans, ça va commencer en septembre, pour que ces jeunes soient payés à 7000 dirhams net. Et puis avec le ministère de l'Industrie, on va mettre un certain nombre dans le milieu socio-économique avec les entreprises pour faire ce qu'on appelle des thèses, des doctorats université-entreprise. Il y a un terme qui existe en France qui s'appelle CIFRE, mais on aura une autre appellation. En tout cas, l'objet est de former ou de faire gagner en compétitivité nos entreprises. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On est resté sur ces modèles, des modèles de formation et des contenus de formation qui sont plutôt académiques, disciplinaires. Et les jeunes vont aller dans le monde socio-économique, ils les embauchent, et puis ils les reforment pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an. Et qu'aujourd'hui, on a décidé, dans le cadre de cette co-construction, de faire gagner en compétitivité nos entreprises, pour leur dire quels sont les outils que vous utilisez dans vos entreprises, comment voulez-vous que le jeune ou la jeune fille qui vient chez vous, quelles compétences voulez-vous qu'elle développe, tout en bien évidemment, en emmagasinant le côté intellectuel, le côté disciplinaire, pour que justement nos entreprises puissent être compétitives et gagner les mois de reformation qui, normalement, nous, on est capable de le faire, et des fois avec l'aide aussi du monde socio-économique, parce qu'il vient aussi faire des enseignements directement dans nos universités. Donc cette partie R&D, elle est très, très forte, en tout cas elle prend un axe très important dans ce pacte que nous avons appelé le pacte ESRI, le plan d'accélération et de transformation de l'université marocaine, et que dans ce cadre, les doctorants aussi, le doctorat il sera aussi complètement revu, donc on vient de finaliser le cahier des normes pédagogiques, de telle sorte que le docteur, il sortira
il doit absolument avoir le TOEIC, il doit absolument avoir le DALF, il doit absolument avoir un certain nombre de compétences de coaching. Ça veut dire que vous mettez un docteur qui va se mettre soit au travail, il va encadrer des équipes, soit devant les étudiants et il est coach obligatoirement parce qu'il doit avoir les capacités de pouvoir discuter avec les jeunes. Et donc, bien évidemment, le doctorat, alors il sera probablement plus difficile qu'avant de l'obtenir au Maroc. Alors, voilà, pour entrer dans les normes internationales. merci beaucoup Siméloui pour tous ces détails. Alors, maintenant que tout ça a été dit, entre vous, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a assez de pragmatisme dans toutes ces innovations en termes de programmes qui sont faits, j'imagine, avec énormément d'observations et pour pouvoir répondre à ça? On a beaucoup parlé de la formation duale en Allemagne. Alors, ça fait partie aussi de ces sujets qui sont extrêmement intéressants, peut-être à benchmarker. Et ça me vient à vous demander, si vous avez quelque chose à demander à Siméloui, après je vous demanderai la même chose, en termes de besoins pour obtenir ces objectifs, pour atteindre ces objectifs dont on a parlé, pour insuffler une culture industrielle, parce que vous parliez de culture, mais il y a aussi la culture industrielle. Si on reprend l'Allemagne, c'est un pays de culture industrielle. La France, même si on dit qu'elle est en désindustrialisation, c'est de culture industrielle. Les États-Unis, c'est culture industrielle. Comment on construit cette culture industrielle avec les compétences et ce type de formation qu'on vous propose? Alors je voudrais, moi aussi à mon tour, c'est vrai que j'ai oublié de remercier les organisateurs et je vous demande d'applaudir Si Hicham pour ce travail magnifique. Je voudrais aussi vous faire remarquer que nous avons un ministre qui n'est pas sur scène avec nous, qui est pourtant porte-parole du gouvernement. Donc il dit qu'il ne parle que le jeudi, aujourd'hui on est vendredi, c'est pas son tour, c'est à nous de parler. Donc, je voudrais que vous l'applaudissiez. C'est d'autant plus important qu'il ne vous aura pas échappé qu'on est des trois partis qui constituent la majorité, et ça vous montre qu'on est toujours ensemble, qu'on est toujours solide et qu'on travaille main dans la main. Alors, culture industrielle. Écoutez, je vais vous surprendre, mais quand on a 86,8% de nos exportations qui sont des produits industrialisés, on peut commencer à dire qu'on a une petite culture industrielle. Quand on a 1600 projets industriels en cours, dont 88% sont portés par du capital marocain, on peut dire qu'on a un peu une culture industrielle. Quand 30% des investissements, voire maintenant, combien chez vous à Casa et à Tanger, 47-50% des dossiers d'investissement qui arrivent sont des investissements industriels, on peut dire qu'on a une culture industrielle. Donc oui, l'Allemagne, culture industrielle, oui, le Japon, culture industrielle, oui, les États-Unis, culture industrielle, mais oui aussi le Maroc, culture industrielle, wa bimti, yes. Deuxième chose, alors qu'est-ce que je demande à mon ami et collègue de l'enseignement supérieur? Moi je lui ai demandé dès le début, d'ailleurs il est venu me voir, il m'a dit on doit faire une réunion au tout début du mandat pour que tu me dises ce dont tu as besoin. J'ai dit, on va se voir demain, je crois que c'était un mercredi, demain après le conseil de gouvernement. Donc je suis arrivé au conseil de gouvernement, je lui ai dit, voilà mes besoins. Au tout début. Et il a regardé le dossier, il m'a dit, laisse-moi étudier, je reviendrai, on en reparlera. 2 mois plus tard, on a signé ensemble, avec les fédérations, notamment 2 fédérations de l'automobile et de l'aéronautique, mais ouvert à toutes les industries, la possibilité d'ouvrir toutes ces universités, toutes ces écoles d'ingénieurs, et toutes ces écoles-là, comment on appelle ça, ce sont des écoles d'ingénieurs. Et je vais vous expliquer que j'en suis très fier des EST. On a signé pour ouvrir 100 000 positions aux entreprises, / une entreprise qui a besoin de 10 ingénieurs dans les 3 prochaines années, elle peut rentrer dans une EST au Maroc, prendre le contrôle de 20% de la formation, venir amener ses propres enseignants, les former avec ses propres outils pour qu'ils soient prêts pour elle. D'accord ? La condition, c'est qu'ils recrutent après, parce qu'on ne va pas les laisser jouer avec nos jeunes quand même. Et bien évidemment, Siméloui a raison, on ne leur donne pas 100%, parce qu'on veut que nos jeunes soient en mesure de trouver d'autres emplois, de créer leurs propres emplois. Donc on ouvre, conformément à la loi aujourd'hui c'est 20% je crois, on ouvre 20%
la trajectoire avec une programmation régulée et adaptée. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises trouvent ce modèle extrêmement intéressant et rentrent dedans. Et donc, ce que je demande à Simiraoui, en général, je l'obtiens tout de suite parce qu'on est d'accord. Parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir de l'emploi pour ses étudiants. Et moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir offrir le maximum d'opportunités d'emploi aux jeunes. Donc, on ne peut que se rencontrer. Et on travaille main dans la main pour faire en sorte que les choses arrivent. Alors, on travaille sur l'immédiat, parce que nos jeunes arrivent tous les ans. On ne peut pas dire on reste sur le 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on travaille ensemble, main dans la main, pour faire en sorte que nos jeunes soient immédiatement prêts à l'emploi. Mais je vous assure que quand on regarde, quand on les met en situation, ils sont exceptionnels. Exceptionnels. On a une entreprise l'année dernière qui a recruté 2000 ingénieurs d'un coup, au Maroc. 2000. Qui fait de la R&D et du design à Casablanca. Ils sont exceptionnels, nos jeunes des FST. Ils sont magnifiques. Je ne parle même pas des grandes écoles qui sont connues, auxquelles on accède quand on est des top shots. Ceux-là, ils n'ont pas de problème. Mais je parle des FST. C'est des écoles techniques, c'est de l'ingénieur d'application, comme on appelait jadis à mon époque. Ils sont très bons. Ils designent des Rolls-Royce, ces gens-là. Des BM, de nouvelles usines. Des petits jeunes comme ça. On rentre dans une salle. La personne qui dirige l'entreprise, elle m'a fait rentrer dans une salle. Elle m'a dit, hey, je vais vous faire une surprise. Et je vois 5 petits jeunes, 4 gamines, vingtaine d'années, enfin 25, 26 ans, et un gamin. Ils étaient là en train de me montrer la future Rolls-Royce. C'est eux qui l'ont dessinée. Donc nos jeunes sont bons. C'est vrai que tout est améliorable, et c'est le rôle de Simiraoui, de les rendre encore meilleurs, de les épanouir encore plus, de les rendre encore plus capables de prendre des initiatives, de dialoguer avec la technologie, de dialoguer avec les autres. Et tout est perfectible. Mais Simiraoui, ton département, le système, quoi qu'on en dise avec toutes les critiques qu'il a, moi, ce qu'il me donne, j'en suis heureux et j'en suis très fier. Deuxième chose, sur la R&D. En pratique, c'est vrai qu'il y a le système de doctorat, il y a la réforme et tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a mis en place immédiatement pour la R&D? On a mis en place, sous l'égide du chef du gouvernement, il était là, on a signé ensemble pour un budget de 300 millions de dirhams par an pour accompagner 100 projets par an. Et je vous appelle tous à les consommer, parce que si je ne les consomme pas, on ne va pas me les redonner l'année prochaine. Et j'espère que vous les consommerez très vite, comme ça j'en demande 2 fois plus. 100 projets d'investissement R&D, avec 3 étages. Le premier étage, 1 million de dirhams. Il y a que 1 million de dirhams, c'est ça? De subvention de l'État, qui va jusqu'à 80% du projet pour faire que les études. Pour développer le brevet, l'État donne l'équivalent d'1 million de dirhams pour accompagner les brevets et les études économiques de toute innovation. Aujourd'hui, c'est disponible, industriel. Deuxième étage de la fusée, l'État donne jusqu'à 4 millions de dirhams, c'est ça? 4 millions de dirhams, 60% de la valeur du projet pour développer un prototype, pour formuler un nouveau produit, pour formuler une nouvelle application, jusqu'à 4 millions de dirhams, 60% des frais du projet. 400 000 euros, c'est pas mal pour commencer à travailler sur un prototype. Peut-être pas des prototypes ultra compliqués, mais c'est quand même un bon début. Troisième étage de la fusée, l'État donne jusqu'à 5 millions de dirhams, 30% de l'investissement pour faire la ligne pilote pour industrialiser ce prototype. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Je crois que Massir, j'ai vu la directrice générale de Massir qui est au téléphone là. Elle ne suit pas, parce qu'elle a déjà consommé. Sur les 100 projets, elle en a déjà pris 25. Je voudrais que vous l'applaudissiez, elle est là. Ouvert aux universités. 4e étage de la fusée, avec l'OMPIC, on a fait ce qu'on appelle l'IP Marketplace, où on a pris tous ces centres de recherche, tous ces moyens de recherche, et on les a mis à la disposition de ceux qui veulent chercher. Vous voulez utiliser un appareil ultra compliqué qui est à Fès, alors que vous êtes en train de développer quelque chose à Oujda, il est mis à votre disposition pour travailler. On a mis aussi dans cet IP Marketplace
toutes les inventions la possibilité que tous ceux qui ont quelque chose à transformer, une invention à transformer en innovation, un brevet à transformer en innovation, de le mettre sur la place pour rechercher les industriels. On a mis aussi, c'est ouvert aux industriels qui sont là et qui ont un besoin d'innovation et qui font appel à la communauté des chercheurs dans notre pays et même ailleurs pour essayer de travailler sur des réponses. Et enfin, on a mis en place une banque de projets sur des innovations qui ne nous appartiennent pas aujourd'hui. C'est les brevets tombés dans l'espace public, c'est-à-dire après 20 ans dans la plupart. Eh ben, l'ingénieur du son, je ne sais pas, il faut tourner les baffes quelque part. C'est le 5e étage de la fusée. C'est le 5e étage de la fusée qui ne marche pas encore. Les ingénieurs du son, on en a besoin pour faire les événements aussi. Miraoui, tiens, ça pourrait être... Alors, 5e, on a mis en place une banque de projets. Vous savez que le ministère fonctionne beaucoup par banque de projets. On est à 425 fiches projets, idées d'investissement, avec le marché, le volume d'investissement, les clients, ce dont vous avez besoin comme intrant, les régions où vous pouvez le faire. Tout ça, c'est consultable sur les sites. On va en parler, je pense, demain, c'est prévu au programme, pour que les patrons des CRI puissent vous expliquer l'intérêt de ça. Et on en a rajouté 50 durant la journée nationale de l'industrie qui sont liés aux brevets qui sont tombés dans l'espace public avec des études qui sont faites pour que vous puissiez transformer ces inventions en innovation et en projets industriels. Donc on travaille, c'est pas encore assez, c'est un bon début, on est main dans la main, on aligne nos stratégies, bien évidemment, elles doivent être parfaitement alignées. Le gouvernement s'est donné comme ambition de créer 400 000 emplois nets dans l'industrie, sur le million qui est l'engagement dans l'industrie durant ce mandat. On est déjà à plus de 100 000 en net, ce qui est pas mal. Et dedans, il y a une vraie montée en gamme. Sur les 100 000, on est à peu près à 20 à 25% qui sont des emplois générés pour les diplômés des études supérieures. Voilà. Merci Célia. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Simzour? Même exercice. Je voudrais compléter parce que, bien évidemment, notre département ministériel, il travaille avec tous les départements et tous les secteurs. Et donc, on a parlé des 100 000 lauréats d'ici 2026 pour l'aéronautique, l'automobile, mais en réalité, elle couvrira d'autres métiers, parce que l'aéronautique et l'automobile, ils ont des domaines. Quand il y a une technologie qui marche dans l'aéronautique, elle est vite vulgarisée et elle est démocratisée dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'est un peu comme les trains. Et souvent, l'automobile bénéficie de ces avancées scientifiques. On a fait la même chose pour l'aspect digital. Nous comptons quadrupler le nombre de lauréats d'ici 2026 dans le domaine du digital. Aujourd'hui, nous formons aux alentours de 8 000 à peu près lauréats entre diplôme d'ingénieur, Bac plus 2 et Bac plus 3 essentiellement. Et puis que d'ici 2026, on va passer à plus de 50 000 lauréats dans ce domaine. Nous avons fait également des contrats spécifiques avec l'éducation nationale, comme vous le savez, 20 000 licenciés d'éducation spéciale pour que les gens deviennent des enseignants avec des contenus de formation qui sont spécifiques, si on veut renouveler le système de formation dans sa globalité. Mais j'aimerais parler d'un sujet, j'ai entendu ce matin, ça a été évoqué, tous les aspects d'alternance. Qu'est-ce qu'on peut offrir à nos entreprises? Et l'alternance, nous avons fait des expériences cette année au Maroc, en particulier dans l'assurance et dans la banque, et qu'à partir de la rentrée prochaine, donc on a ouvert pour contractualiser avec les universités et avec les groupements d'entreprises sur l'alternance, pour qu'on puisse former des jeunes en alternance dans les entreprises avec un cadre juridique qui soit bien formaté, bien développé. Donc ces aspects, en fait, ne doivent pas nous faire oublier que l'université doit garder son rôle de production du savoir, de le diffuser, de le partager. Et bien évidemment, de pouvoir aussi garder cet aspect, j'allais dire, un peu régalien, qui permet de nourrir le débat. Et je dis souvent que l'université, c'est là où on trouve les éclaireurs de l'opinion publique. Tout à l'heure, j'ai parlé de la capacitation des individus. La capacitation des individus, elle viendra bien évidemment avec les sciences humaines et sociales. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, dans pas mal de pays, on commence à manquer d'intellectuels. Chez nous, c'est encore pire. La situation chez nous est encore plus grave.
parce que vous connaissez probablement des grandes personnalités, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la sociologie, dans l'économie, qui aujourd'hui, soit ils sont décédés, soit ils sont partis à la retraite. Mais vous regardez aussi de l'autre côté de la mer, qu'il y a aussi un manque dans ces dispositifs. Et je pense qu'aujourd'hui, les sciences humaines et sociales deviennent tellement indispensables dans la vie, et que peut-être les grandes entreprises ont compris avec les nouvelles technologies, si vous n'introduisez pas ce paramètre sociétal, si vous n'introduisez pas cette acceptabilité, ou en tout cas cette sociologie des nouvelles technologies, ça ne marchera pas. Je pense que l'avenir, il sera hybride, et qu'il faut absolument hybrider nos formations. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des enseignements tous en présentiel. Aujourd'hui, si vous regardez votre génération, ce que vous étiez à l'université, vous étiez pendant 2 heures ou 3 heures assis dans un amphithéâtre, vous écoutez religieusement, et qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne tiennent pas plus de 40 minutes, hein, c'est en gros le timing qu'on donne, et qu'il faut travailler autrement, qu'il faut travailler dans un cadre, et c'est pour ça que nous développons ce qu'on appelle les campus universitaires, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas enseigner. Vous ne saurez jamais enseigner, le savoir-être. Il y a des éléments, autant les disciplines, les mathématiques, tout ce qu'on veut, en tout cas les contenus disciplinaires, il n'y a aucun souci. Et je voudrais revenir sur un point qui est l'innovation. On en parle tellement, et dans tous les pays aujourd'hui, on arrive à une saturation. Si vous regardez, l'Europe a mis beaucoup de moyens, avec mon expérience, on ne sait plus, on a l'argent, mais on n'a pas l'innovation. L'innovation... Si tu as l'argent, je veux bien le prendre. Non, mais je parle des pays riches. Des fois, dans les laboratoires de recherche, dans les universités, il y a les moyens qui sont offerts, mais qu'on ne trouve plus quoi breveter, quoi innover. Ça vient de quoi? Ça vient d'un aspect simple, c'est parce que l'innovation, ça se travaille, c'est la créativité, c'est développer l'esprit élastique. Et pour faire de l'esprit élastique, c'est qu'il faut une éducation, depuis le bas âge, qu'il faut une éducation qui permet cette créativité. Et nous, c'est ce que nous essayons de développer dans l'université. Dès que nous recevons les étudiants, il faut leur donner des cadres de co-construction, de co-projet, de co-working, pour qu'ils développent bien évidemment ce genre d'aspect. Et l'éducation nationale, en concertation avec Shakib Moussa, nous avons un plan bien défini sur les 15 ans à venir pour transformer justement l'aspect éducation. Et ces aspects qu'on est en train de vivre, cette transformation d'intelligence artificielle, de chat GPT pour résumer, ils sont là pour nous servir en quelque sorte à aboutir à cet esprit, dégager du temps pour faire autre chose que du gavage. Et c'est là où il faut transformer parce que les jeunes, quand ils viennent de l'éducation nationale, déjà avec un rythme, avec une manière d'apprendre, il faut les faire progressivement pour que ça soit transformé le plus rapidement possible. Merci Simelaoui. Pour conclure, dernière question avec une réponse très brève. Très brève. Il y a 20 ans, je reprends toujours cet exemple et on l'a dit ce matin, s'il y a 20 ans, on vous aurait dit, tiens, dans 20 ans, tu sais que le Maroc exportera plus en valeur en automobile qu'en phosphate. À l'époque, je pense qu'on l'aurait regardé avec des grands yeux. Quel objectif aujourd'hui, si je vous dis dans 20 ans, au Maroc, qu'est-ce qu'on produira, qu'est-ce qu'on exportera plus que le phosphate ou la bagnole? Et je vais vous regarder avec des grands yeux, et peut-être que si on se revoit dans 20 ans, on se dira, tiens, c'est une donnée. Ça serait quoi? C'est une énorme question. C'est une énorme question. On est en train, bien sûr, suite au message de Sa Majesté, on a démarré la réflexion sur la nouvelle ère et la nouvelle stratégie, et on est en plein dedans. Alors, je vais vous répondre de manière intuitive. Et comme on n'est pas au Parlement, on ne va pas m'en tenir rigueur, on ne va pas me dire de le réaliser. Je vais vous répondre de manière intuitive. Pour moi, dans 20 ans, je pense que plus de la moitié de nos exportations, ce sera de l'intelligence, produite ici, et de l'innovation produite ici. Alors, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Simelaoui, qui est extrêmement intéressant, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. La meilleure école, pour moi, c'est pas des qualifications, c'est pas du QS ranking, c'est pas... La meilleure école pour moi supérieure qu'il est,
C'est une école qui recrute sans diplôme, qui ne donne pas de diplôme et qui n'a pas de prof. Et qui est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est la meilleure école supérieure qu'il ait. C'est une école de coding, il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4. Dans un giron, tu es en train d'en construire quelques-unes aussi dans toutes les régions, si j'ai bien compris. Et c'est une école où les gens viennent, ils sont prévus pour rester 5 ans. Ils rentrent, une sélection assez compliquée quand même, un processus de piscine, de machin, c'est très très lourd. Et c'est des gens qui sont débauchés la plupart du temps au bout d'1 an et demi et qui ont une valeur ajoutée dans le monde entier. C'est des superstars. Et aujourd'hui, quand on dit que nos gamins tiennent 40 minutes en face d'un professeur, ils tiennent même plus, les petits, ils tiennent même plus 3 minutes. Ils regardent une vidéo, au bout d'une minute, s'ils dépassent 1 minute 30, ils s'ennuient. Et si on ne les met pas dans un processus d'émulation permanente, d'auto-accès au savoir, de compétition, parce que c'est de la compétition permanente. Vous avez vu les jeux addictifs, je pense que tout le monde dans cette salle joue à des jeux idiots, addictifs, où on est en train de déplacer des carrés pour que ça tombe. Qui c'est qui ne joue pas à ça dans la salle? Chal? Pas beaucoup, hein. Ça va. On a un bon 90% à vue d'œil. Tu joues pas à ça? Non? C'est vrai? Toi non plus? C'est pas? Ils sont incroyables. Ça c'est des gens intelligents. Mais moi, non, c'est des menteurs. Voilà. Moi, l'idiot, je fais que ça. Donc, aujourd'hui, les jeunes, les gamins sont là-dedans. Cette école, pour prendre l'exemple, alors toi, tu l'appelles UCode, c'est ça? Code 212, et ça s'appelle 1337 chez vous. Alors, cette école-là est une école exceptionnelle qui se base là-dessus. On gagne des niveaux. On ne passe pas de classe. On gagne des niveaux et on atteint des niveaux au fur et à mesure et on remplit des conditions pour y arriver. Pour moi, c'est ça, l'éducation, l'apprentissage, l'auto-apprentissage de demain. Aujourd'hui, on n'apprend plus une langue avec un prof. Aujourd'hui, on apprend une langue dans Duolingo qui te certifie Cambridge B2. On n'a même plus besoin d'aller le passer. On le passe dans une application qui met de la pub au milieu. Alors, tout ça pour vous dire, et ça c'est une révolution que cette technologie nous apporte, c'est que le prof n'a plus le savoir, n'a plus le monopole du savoir. Le gamin qui est en face de lui, sur un sujet bien précis, il a le savoir ici. Il est là le savoir. Le savoir universel est là. Et l'idée d'avoir un coach, un accompagnateur, quelqu'un qui oriente, qui fait éviter les pièges, qui assimile les technologies, qui dit attention aux fake news, contrôle ton information comme ça, réfère-toi à ton référentiel et à ton identité pour ne pas te perdre. Les humanities, comme les appellent les Américains, ça nous donne de la solidité, ça nous donne des convictions, ça nous donne un objectif et une manière d'appréhender des outils qu'on ne connaît pas. Comme il l'a dit, ChatGPT, on l'a découvert. Bon, les gens travaillent dessus depuis une dizaine d'années, il y en a qui travaillent avec ça en modèle, mais nous, on découvre. Et aujourd'hui, j'ai découvert pas mal de gens qui se prenaient pour de grands intellectuels, et puis quand on leur pose la question, et on pose la même question à ChatGPT, parfois, ChatGPT est un peu plus intellectuel qu'eux. C'est quand même impressionnant. Donc aujourd'hui, le savoir, la science, les hard skills, les calculs, tout ça est mutualisé au niveau de la bibliothèque universelle, on va appeler ça comme ça, est mutualisé au niveau de la bibliothèque universelle. Ce qu'il y a à chercher, c'est notre chemin, la manière de construire notre chemin individuel et collectif. Et c'est ça qui a fait, pour rebondir sur l'industrie, les succès qu'on a connus durant les 15 dernières années et la nouvelle ère qu'on entame. On connaît notre chemin, on a fait des choix, on a choisi des métiers mondiaux, on a fait des choix, on s'est dit on ne va pas aller partout, et on a mis en place tous les efforts pour y arriver dans tous les secteurs, y compris, on prend l'exemple de l'Allemagne, mais la formation en alternance, on en a pas mal. Toi qui as participé à la commission spéciale du modèle de développement, vous avez pris l'exemple de l'aéronautique et de l'automobile en tant que formation pour accompagner le développement de ce secteur. Ce secteur ne s'est pas fait
sans les capacités humaines. Ce sont les Marocains qui ont fait ces secteurs. Ce sont les Marocains, les ouvrières et les ouvriers, les techniciennes et les techniciens, les femmes managers et les hommes managers, les femmes ingénieurs et les hommes ingénieurs, les femmes qui ont inventé des solutions. Ce sont les Marocains qui ont fait ça, c'est personne d'autre. C'est vrai que les investisseurs étrangers sont venus avec des technologies, ils sont venus avec de l'argent. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont là, ces mêmes jeunes qui ont démarré opérateurs dans des usines de câblage, dirigent des dizaines de milliers de salariés. Quand on signe avec eux pour une nouvelle usine, que ce soit des représentants d'entreprises japonaises, américaines ou chinoises, on signe avec des Marocains qui pilotent une partie de la stratégie, qui pilotent le développement, qui amènent de nouvelles solutions, qui pitchent des clients à l'international. Donc les Marocains ont développé ça. Et ça, c'est le fruit d'abord de ce qu'ils sont, c'est le fruit de ce qu'on leur a apporté, y compris dans le système d'éducation, c'est le fruit d'une stratégie et d'une vision de Sa Majesté, d'une stabilité qui est mise en place, et c'est aussi le fruit de leur travail. C'est le fruit de leur ambition. Et aujourd'hui, on a un travailleur marocain qui est à un niveau de qualité d'un travailleur japonais, qui est à un niveau d'innovation d'un jeune Américain dans un beau centre de recherche. Je vais vous donner un exemple. Ici à Tanger, et je vais finir avec ça, parce que je peux parler des heures. Ici à Tanger, je suis venu inaugurer une usine américaine qui fait des connecteurs. Je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Les connecteurs, c'est ce qui connecte les câbles. C'est des petits bouts de plastique, assez complexes d'ailleurs. Alors j'arrive dans cette usine, comme d'habitude, on met une table où on me présente les produits qu'on fait. Bon, bah, très bien, bravo, c'est intéressant, ce produit il sert à quoi? Je vais dans la deuxième table, on me présente, on me dit voilà les produits qu'on a conçus ici. Waouh, pas mal, on est assez fiers. On arrive, troisième table, je vois encore un set de produits. Il me dit voilà les produits qu'on produit ici et qu'on exporte en Chine. Je commence déjà à bomber le torse. On fait des produits au Maroc, qu'on exporte en Chine. Je suis assez fier, soit dit en passant, même les chaussettes que je porte là aujourd'hui sont des chaussettes made in Morocco et qu'on exporte en Chine. Donc, troisième étage de la fusée, donc on avance dans l'usine. On me dit ça c'est une machine que nos ingénieurs ont conçue ici, mais qu'on a fabriquée en Allemagne. Je dis mais pourquoi vous l'avez conçue ici? Je dis d'abord parce que nos gens avaient besoin d'une machine spécifique et on n'arrivait pas à expliquer ça, donc on s'est décidé qu'on devait la concevoir et on allait envoyer les plans en Allemagne. Magnifique, je commence encore à être plus fier et j'arrive à la cinquième étape et on me dit voilà, ça c'est une machine qu'on a conçue et fabriquée ici. Je dis mais comment ça se fait? Il me fait c'est très simple, on a envoyé ça à notre usine en Allemagne, vu qu'il y avait la reprise post-Covid, ils nous ont dit on va vous la livrer dans 1 an et demi. Et nous on devait répondre à nos besoins. Donc on l'a fabriquée ici en 4 mois et demi. Je disais alors, il me fait en termes de qualité, elle est pareille que la machine allemande. J'étais un peu rassuré et je lui fais le prix, il me fait c'est 70% moins cher. Je vous demande d'applaudir ça. Made in Morocco, même qualité que l'Allemagne, 70% moins cher et plus rapide, à tel point qu'ils ont décidé de mettre en place une usine pour construire des machines pour toutes leurs usines dans le monde. C'est ça le Maroc qui bouge tous les jours. C'est ça l'innovation marocaine. C'est ça de passer de best cost à best solution. C'est en cherchant les solutions, c'est en faisant confiance à nos jeunes et à tes jeunes que tu as la chance d'encadrer durant ce mandat. Et à leur capacité, en leur faisant confiance, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Merci Sanzo. Pour finir, dans 20 ans. Oui, dans un temps record. Je suis électricien, donc la constante de temps elle est plus rapide que chez les thermiciens ou les mécaniciens. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une situation qui est très contraignante, des défis extraordinaires, mais en réalité sont de vraies opportunités. Au début, il y a 3-4 ans, je disais à mes enfants que vous êtes franchement pas chanceux d'être nés à cette époque-là, mais en réalité, je m'aperçois de plus en plus que vraiment, on vit des opportunités magnifiques. Qu'aujourd'hui, un pays comme le Maroc, il a une chance
d'exister comme il ne l'a jamais fait dans les civilisations. Et je voudrais juste rappeler à toute l'audience que j'aime bien donner cet exemple, que la civilisation grecque, il y a 1000 ans, c'était la meilleure civilisation au monde. Tout le monde allait chercher l'ilm là-bas, tout le monde se gargarisait. Il y a eu la civilisation arabe aussi. Et qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à penser qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer et qu'il y a des civilisations qui vont baisser de niveau et puis qu'il y a des civilisations qui vont monter. Et je pense qu'il faut absolument saisir. Et pour saisir cette opportunité, ce que je disais tout à l'heure, cette caractéristique de jeunesse qui est extraordinaire, pas que chez nous, dans tout notre continent africain. J'estime qu'aujourd'hui, vraiment, notre pays, y compris la rive euroméditerranéenne, a la chance d'être là où nous nous trouvons tous, parce que ce sont de grandes opportunités. Et que, pour rebondir ce qu'a dit le ministre Mzour, il y a un aspect de l'université également qui est en train de bouger, qui est en train de se transformer. D'abord, quand on dit ministre Mzoud, il faut dire le prénom avec. Riyad, c'est Riyad. Ma brèche le Riyad. Et donc, il y a des éléments qui sont en train de bouger. D'abord, il y a un standard international qui est en train de converger. En gros, on ne parlera plus ni de système francophone, sinophone, coréophone, tout ce qu'on veut, ni anglo-saxon, mais c'est le standard international que nous sommes en train de viser. Et le standard international, il est autour de cette question de la capacitation des individus. Basta. Apprendre à apprendre, donner les clés de la vie à tous les jeunes, qu'ils soient de familles modestes ou de familles riches, mais leur donner cette richesse. Et là, il y a également, dans ce standard qui est en train de se développer, que le diplôme ne sera pas forcément une vision ou là quelque chose qu'on vise. Il y a déjà beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup de patrons ici, qui peut-être il va lui dire, comme le disaient les Américains depuis très longtemps, le diplôme est nécessaire mais il n'est pas suffisant. Et qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, consultés par beaucoup d'entreprises qui nous demandent juste que ces étudiants sortent avec des certificats bien précis. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ces espaces qu'on appelle Code 212, et nous nous sommes inscrits dans une ambition de certifier 100 000 jeunes d'ici 2026. Ça veut dire offrir des certificats de tout. Certificat Microsoft, certificat... Par an Huawei. Par an ou en tout? Non, d'ici 2026. 100 000 pour que ces jeunes puissent avoir des certificats dans le codage, des certificats dans la gestion des réseaux, dans l'intelligence artificielle, dans le data science, mais offrir ces espaces qui sont en libre service. Un jeune qui fait du droit, il peut sortir de son amphithéâtre et puis venir passer des heures en train de coder. Il y a juste un tuteur qui va lui montrer qu'est-ce qui se passe. Et j'en profite parce que j'ai vu Saïd Mouhi qui est là, je ne sais pas s'il est encore là ou il est parti, et avec des entreprises et des groupements d'entreprises, ce code 212, on a fait 2 versions. On a fait une version qui est propre à l'université, ça veut dire qu'il n'y a que des étudiants badgés qui peuvent y rentrer 24/24, c'est ce qu'on va essayer de faire, de les ouvrir. Et puis on a fait autre chose avec des groupements d'entreprises qui, eux, voilà, on les aide pour avoir l'espace, pour avoir les équipements, et puis eux, ils vont ramener les formateurs, ils vont former pendant 1 an et demi ou 2 ans, et puis ils vont donner des certificats à ces jeunes, pas forcément un diplôme, des certificats. Donc on le fait avec eux, on le fait avec DXEC, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, on le fait encore avec EM Informatique, je ne sais pas comment ça s'appelle, et donc on le fait. Ce code 212, il aura plusieurs versions, mais l'idée, c'est de vulgariser, de simplifier l'accès au digital et puis l'accès à la certification, parce que souvent les jeunes, ils peuvent être certifiés, ils peuvent être diplômés en maths, ils peuvent être diplômés en gestion, mais ce certificat-là leur permettra de travailler peut-être dans le codage ou peut-être dans un domaine qui peut-être n'avait jamais imaginé. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer. Je parlais tout à l'heure d'hybridation. Il faut que nos formations soient hybrides. Un jeune de génie civil, j'ai rencontré encore des jeunes qui ont fait, une jeune fille d'ailleurs qui travaille avec CIHM, qui a fait l'ENSA, et puis qui se retrouvent faire de la communication, et on trouve des fois l'inverse. Et c'est cet aspect d'hybridation qu'il faut sortir des jeunes, ingénieur génie civil, mais en même temps il est informaticien, ou alors, je ne sais pas, électronicien, ou ENCG, mais qui arrivent à basculer.
Et ça, il faut qu'on arrive à leur offrir ces possibilités parce qu'il y a l'orientation. Et puis, il y a des jeunes, des enfants qui sont souvent ce qu'on appelle des diesels. Ils chauffent avec le temps. Il peut venir, et voilà, et on est nombreux comme ça, et on découvre des talents au bout de 2 ans, 3 ans. Alors que notre système aujourd'hui, que nous avons, c'est un système qui tue d'emblée. Si vous ne sortez pas avec le bac moyen 17, 18, etc., et vous rentrez en médecine, vous êtes mort. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans les établissements à accès ouvert, c'est de dire non, ce n'est pas fini, et on créera des écoles d'excellence à l'intérieur de ces établissements à accès ouvert pour dire non, vous continuez, vous pouvez rebondir à tout moment, et peut-être avec un certificat ou peut-être avec un diplôme d'une autre spécialité. Et je pense que c'est là cette non-linéarité, parce que l'esprit humain il est non-linéaire, et qu'il faut essayer de profiter de cette situation. Moi, je pense que nous vivons aujourd'hui de vraies opportunités et qu'il ne faut pas avoir peur. La chose que nous avons à faire, et je pense que notre gouvernement y travaille vraiment d'arrache-pied, c'est comment faire plus d'équité, comment retrouver, comment faire plus d'inclusion. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'université, qui souvent, dans des cas, elle est décriée, pas que chez nous, dans toutes les universités du monde, en tout cas les européennes, qui nous sont toutes proches, et que finalement, il faut faire de l'inclusion. Et l'inclusion, si je prends par exemple les facs de médecine, aujourd'hui au Maroc, nous avons moins de 12-13% de boursiers. Alors qu'à l'échelle nationale, nous avons à peu près 50% de jeunes boursiers sur les 1 200 000. Donc nous avons à peu près entre 40 et 50% de boursiers. Et lorsque vous allez zoomer en fac de médecine, à l'ENCG, à l'ENSA, etc., vous trouvez beaucoup, beaucoup moins de jeunes de familles modestes. Ce qui fait que nous sommes, nous les riches, en train de nous reproduire. Moi, je viens d'un milieu pauvre, mais j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on a appelé cette inclusion. Aujourd'hui, elle se fait de moins en moins. Et quand un jeune ne réussit pas dans sa vie personnelle, où il est dans l'échec, ce n'est pas que lui et sa famille qui ont perdu, c'est la nation qui a perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays, comme tout le continent africain, il faut absolument qu'on arrive à faire du capital humain à partir de cette masse dont je parlais tout à l'heure, qui est 88%. 88% sont dans les établissements à accès ouvert, ce qu'on appelle les facultés, qui en réalité l'accès est ouvert, il est autorisé à tout le monde, mais c'est l'endroit le plus sélectif. Vous rentrez, mais si vous sortez, c'est que vous êtes vraiment bon. Et maintenant, il faudrait sortir plus que le nombre que nous avons. Aujourd'hui, on sort à peu près aux alentours de 25% au bout de 3 ans. Et puis, il redouble 4 ans, il redouble jusqu'à 5 ans, on arrive à peu près à 45%. Donc, on perd 50% au total. C'est là où ça va se jouer. Cette inclusion que des fois, les gens, voilà, le milieu, la société ne l'acceptent pas, il nous faut encore plus de sciences humaines et sociales, plus de sociologues, plus d'historiens, de philosophes qui essaient de montrer à la population que si on est peu aisé, nous n'allons pas vivre tranquillement. Il faut absolument répartir la richesse. Et la vraie richesse, la compétition internationale aujourd'hui, personne ne vous racontera de boba. Elle est dans le capital humain. Aujourd'hui, la bagarre internationale, vous savez que les entreprises, ils sont là parce que souvent, certains, je travaille avec eux, je les rencontre, ils embauchent des jeunes avec Bac plus 5, ils les embauchent pendant, allez, il faut résumer, 1 an, peut-être maximum 2 ans, ils s'évadent. Les gens viennent les recruter. Et c'est pour ça qu'ils prennent des FST maintenant, ils ne s'évadent pas et ils n'ont pas envie de devenir patron très vite. Non, mais ils s'en vont parce qu'on vient les chercher. L'outsourcing dans l'autre sens. Donc, bien évidemment, ils partent. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Ils nous disent, ouais, il est comme travailler avec nous pour qu'on puisse former des Bac plus 3 dans le domaine du digital parce qu'on va les garder un peu plus. Donc, ils ont peur de cette compétition qui est déloyale parce que finalement, vous payez quelqu'un, vous payez 15 000 dirhams et puis tout de suite de l'autre côté, l'appel d'air, il dit 3 000. Regardez les médecins chez nous, pourquoi ils partent? Ils partent en Allemagne, ils sont tout de suite à 3 000 euros et nous, quand il sort, notre gouvernement a fait passer de 8 000 dirhams, il a fait passer à 13 000. Donc il y a une vraie compétition sur le plan du capital humain, de la ressource humaine. N'importe quelle entreprise, quand elle voudra s'installer, elle viendra s'installer parce que vous avez un capital humain. Et l'aéronautique, on est un exemple concret. C'est fini le temps où on va juste monter les pièces. Aujourd'hui, il y a de la R&D qui doit se faire. Si on ne travaille pas sur l'avion hydrogène, si on ne travaille pas sur l'avion batterie, je ne sais quelle batterie,
ben, on n'ira pas très loin. Donc il faut travailler sur l'intelligence et qu'on est dans une vraie compétition internationale sur le capital humain. Il ne faut pas se leurrer sur cette question. Et je pense que tous les pays, moi personnellement, quand je rencontre mes homologues, la vraie question, elle est là. Il faut qu'on arrive à bien former en nombre et en garder beaucoup plus que ce qu'on garde aujourd'hui. Merci beaucoup, Simeon. Merci, messieurs. Je voudrais ajouter un petit mot quand même. C'est qu'on vit bien mieux avec 15 000 dirhams à Tanger qu'avec 3 000 € à Francfort. À bon entendeur, salut. Merci. Et ça sera là-dessus qu'on finira. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, messieurs les ministres. Merci pour cet échange franc. Merci à vous.